La nuit, tous les chats sont gris. Et c'est encore un peu plus vrai ici. Madame Arthur est le plus ancien cabaret transformiste de la capitale, créé en 1946. Depuis 7 décennies, c'est l'abri des travestis. En coulisses, la métamorphose a déjà commencé. Alors c'est là où je mets un produit très joli mais très cancérigène. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour faire l'argenté, mais à mon avis il y a un substitut pétroléa, je pense. Ah, c'est pas bien. Ah ça, Greta Thunberg elle est pas contente. Ouais. Attends, je peux te prendre ton rouge d'hier. Ce soir, les créatures travestissent Céline Dion. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Entre ces murs, les paroles de ces chansons prennent une autre saveur. Mon pays sera toi, j'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ces créatures sont les héritières d'une folle histoire que nous allons vous raconter. Je pense que quand on est un homme, on a une femme en soi. Et quand on est une femme, on a un homme en soi. Il n'y a pas de civilisation, pour autant que l'on sache, où il n'y ait pas de travestissement. Se travestir, c'est ne pas être totalement quelque chose, être toujours un peu à côté, en marge. Troubler, jouer, s'amuser, mais pas que. Il s'agit de mettre sur son visage un masque ou un maquillage qui fait masque pour montrer que la société elle-même n'est faite que de masques. Pourquoi les hommes se déguisent-ils en femmes et les femmes en hommes? Pourquoi le travesti a-t-il commencé par nous faire rire avant de nous faire réfléchir? On va vous dire comment des travestis ont infiltré la cour de Versailles. Disons que... Comment formuler ça? Mais aussi la comédie française. Qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme? De Charlie Chaplin à Sarah Bernard. De la scandaleuse Colette au sulfureux Gainsbourg. L'histoire d'un interdit, d'un tabou dont on se joue. Où certaines personnes ressentent cette espèce de folie interlope. Voici comment le travesti est passé du statut de paria à celui d'inspiration. Tous les garçons ont eu envie un jour de savoir ce que c'était qu'être une femme. Toutes les femmes ont eu un jour le désir de savoir ce que c'était qu'être un homme. Le premier travestissement dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est un travestissement intime. C'est un travestissement devant le miroir. Je connais peu de petits garçons qui n'ont pas essayé des vêtements de leur maman. Quand on est un petit garçon, on flotte un peu dans les chaussures. Et ce flottement, c'est ça qui est intéressant dans le travestissement. Donc c'est un jeu d'enfant au départ. Après le flottement, après le jeu, très vite, se travestir, c'est pour de rire. J'y vais. Blaise est attablé à la terrasse d'un café devant un pichet et un verre. Il boit. Voilà. Salluste arrive et commence à circuler devant le café, battant ensemble de l'éventail et des cils. Gros plan de Salluste qui joue les allumeuses. Blaise est interloqué. Celle qui a travesti Louis de Funès, c'est Danielle Thompson, fille du réalisateur Gérard Houry et co-scénariste du film La folie des grandeurs. Action d'un voleur qui fauche le bracelet de Salluste, ça c'est écrit de la main de mon père. Blaise, qui s'en est aperçu, le rattrape, Salluste va jusqu'à Blaise, et puis on enchaîne sur... Une dame comme vous, se promener à cette heure-ci dans les rues de Madrid, c'est pas prudent. Et comme ça, tu crois que je serais prudent, imbécile? Monseigneur. On n'a pas pensé à ça en termes de travestissement. On a vraiment pensé à la situation et bizarrement au comique de ce look
de grande dame de la cour, avec cette robe extraordinaire qu'on retrouve dans les toiles de Velázquez, avec ces robes à panier gigantesques, qui étaient quand même une mode démente quand on y pense. Et avec ces gigantesques perruques aussi de l'époque. Donc c'est vrai que imaginer tout à coup cet homme maquillé avec rímel et fond de teint et puis des faux cils et puis cette tenue incroyable, c'était une source de comique trop tentante. On l'imagine en effet en train de s'éventer, on imagine ce personnage qui n'est pas du tout féminin, parce que il y a rien de très féminin à part ses grands yeux bleus, Louis. Et c'est un petit bonhomme. C'est pas un grand homme mince qui peut tout à coup avoir des allures androgynes. Pas du tout. C'est de Funès. On n'est pas bizarrement dans le travestissement, on est dans le déguisement. Et c'est quelque chose de plus enfantin. Il y a aussi une forme de défoulement dans cette manière de rire d'une manière extrêmement naïve et premier degré de cet homme déguisé en femme qui a l'air d'un homme déguisé en femme, qui n'a pas l'air d'une femme en fait. Et c'est ça qui est très drôle. Quand De Funès se travestit, c'est De Funès qui montre l'immensité de son talent. C'est-à-dire que je dirais que De Funès se déguisant en femme n'est peut-être pas le meilleur exemple pour penser la culture du travestissement, sauf à dire il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose d'euphorique dans le fait de ne pas être soi-même. C'est vrai que le travestissement, tel qu'on peut le connaître maintenant, ça a été source de rigolade, surtout au cinéma. Dès qu'un personnage masculin était grimé en femme, c'était pour que ce soit burlesque et cocasse et drôle, quoi. Les grands travestis au cinéma, boum, Tootsie. Tootsie, Dustin Hoffman. Alors que le film est beaucoup moins révolutionnaire qu'on croit, parce qu'il quand même, il reste un homme qui est amoureux d'une femme. Toute l'ambiguïté du film, c'est que la femme ne peut pas tomber amoureuse d'une femme. Enfin bon, bref, bah si, elle tombera amoureuse à condition que ce soit plus une femme, que ce soit un homme. C'est quand même ça, le film Tootsie. Dorothy. Je ne te parle pas. Je vais t'expliquer. Non, je t'en prie, ne dis rien, je t'assure. Mais il y a une raison. Je ne sais pas ce que tu crois, Julie. Mais ça, personne ne sait. Écoute, c'est ma faute. Non, la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. Visiblement, je viens d'avoir la même Mais je pulsion t'en que prie, toi. ne t'emmène pas si vite cette pulsion. Cette pulsion est normale, Julie. Ah, si seulement tu me voyais sans ma robe. Je suis sûre que tu comprends quoi. Pendant très longtemps, le travestissement ne sert qu'à rire. Officiellement, sans ambiguïté. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, dans les films comiques, le travestissement est circonstanciel. Je pense à des films comme Tootsie ou Madame Doubtfire, dans lesquels, pour des raisons de scénario, à un moment donné, un personnage, un acteur au chômage, un père de famille divorcé qui veut revoir ses enfants, se déguise en femme. Et en femme pas sexy. Bonsoir. Madame Hillard, je présume. Oui, je suis Miranda Hillard. Iphigénie Doubtfire. C'est forcément une régression. On joue sur cette idée du grotesque, sur ce côté du personnage qui n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui ne sait pas marcher avec des chaussures féminines éventuellement, ou dans une robe. Donc c'est toujours un personnage emprunté, un personnage ridicule, et qui donc génère le sourire, le rire, et quelquefois des quiproquos. Ça dénote peut-être une sorte de peur des hommes d'avoir perdu leur statut viril et d'être obligés, à ce moment-là, de devenir des femmes. Quel désastre! Mon premier jour en femme, j'ai déjà les bouffées de chaleur. Heureusement, ce n'est qu'une passade. À un moment donné, le scénario permet à ces hommes de redevenir des hommes. Parce que, autrement, cette identité floue, mi-homme, mi-femme, ou plutôt ni homme, ni femme, elle est très problématique. Elle est caricaturale. Car je ne suis pas Emily Kimberly, la fille de Dwayne et Alma Kimberly. Je ne le suis pas. Je suis Edward Kimberly, le courageux frère de ma sœur Anthea. Nom de Dieu, c'est un travelot.
Il y a un film qui va vraiment culbuter et cul par-dessus tête les principes de la censure américaine. C'est en 1959, le film de Billy Wilder, Certain Name Show. Dans ce film, Tony Curtis et Jack Lemmon se griment en femmes pour fuir des gangsters. Ils trouvent refuge dans une troupe de musiciennes dirigée par Marilyn Monroe. Mais Jack Lemmon prend goût à son travestissement et un milliardaire va s'éprendre de lui ou d'elle. Je pense que toutes les personnes qui ont vu Certain Name Show ont la dernière séquence en tête. Ce moment où ils sont dans l'espèce de petit hors-bord, où le milliardaire dit à Jack Lemmon, toujours habillé en femme, qu'il veut l'épouser. Jack Lemmon qui retire sa perruque. Je suis un homme. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, ça veut dire ça n'a pas d'importance. Le discours de Certain Name Show, il est d'une modernité incroyable parce qu'il nous amène à l'idée que toutes les sexualités, toutes les identités, tous les modes de vie, tous les modes de désir sont équivalents et ne posent pas de problème. Qui, en 1959, disait ça? Franchement, pas grand monde. Toujours drôle, et désormais parfois homo, le travesti sort du placard. En fait, je pense pas travesti, je pense travelot. C'est le mot qu'on employait lorsque j'étais enfant, il y a très longtemps, avant la guerre de 68. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est une version tolérable ou acceptable de l'homosexualité, c'est le travestissement. C'est-à-dire qu'il y a une synonymie entre PD, j'emploie des mots exprès parce que j'ai le droit, je dis PD, je dis tarlouse, je dis tantouze, je dis tafiole. Bon, c'est une version acceptable parce que presque clownesque. C'est-à-dire ce qu'on aime bien dans le travesti, c'est détecter l'homme sous la femme. Donc, trop de maquillage, trop de rouge à lèvres, trop de faux seins, trop de grosses voix, etc. Voilà. Ça va, ça? Ah oui. Ça va, 1973, la Révolution, c'est en France. On ne rira plus du travesti comme avant. La cage aux folles, Michel Serrault en vedette de cabaret. Allez, embrasse ton homme. Allez, dis-toi. Et en couple avec Jean Poiret. C'est une date parce que ça effectivement, c'est ce qu'on n'appelle pas encore la culture queer, etc. La première visibilité étrange, ça sort du bois, succès de dingue. Serrault, admirable. Serrault, grandiose. D'abord, il est hétéro. Et il fait ça avec une humanité incroyable. C'est culte, c'est tellement culte, et c'est une référence qui me suit encore maintenant, hein, quand on est encore dans les loges, ça fuse dans tous les sens, quoi. Les références à ce film, ça fuse tout le temps. Mais c'est qui celle-là? Je suis une comme ça, là! Voilà, c'est ça, quoi, j'adore, folle. Avant d'être un succès colossal au cinéma, La cage aux folles le fut d'abord au théâtre. Et 47 ans plus tard, la voix de Michel Serrault y résonne toujours. Une femme a tout vu de la transformation de l'acteur. C'est sa fille, Nathalie Serrault. Elle avait 11 ans lors de la première. Arriver ici, monter dans la loge avec lui et puis le regarder se préparer, se maquiller, se changer, c'était merveilleux. J'étais comme une petite spectatrice parce que lui était très sérieux dans ce qu'il faisait, donc il mettait beaucoup d'attention pour se préparer. Ne me tirez pas les cheveux, mais... Non. J'étais même pas étonnée, à la limite, qu'il joue une femme, enfin, qui se transforme avec une robe, etc. Je trouvais ça plutôt rigolo. Puis quand j'entendais la salle, et puis quand je voyais ma mère qui pleurait de rire, je vous dis, c'était tellement extraordinaire. Non, attends, Mais tu vas pas ôter ton manteau. Mais je ne peux pas répéter. Mais mon chéri, vraiment, mais tu as le diable au corps. Tu pouvais pas t'apercevoir que tu avais un besoin de raccord dans l'après-midi, non? Faut que tu fasses ça au dernier moment. Oh là, tu sais, vraiment, c'est terrible. Voilà. C'était l'histoire d'un couple, un couple d'hommes. Dans ce couple, il y a Zaza qui est très exubérante. C'est une folle. Pour moi, c'est pas un mauvais mot, hein, mais voilà. C'est quelqu'un qui est très... Elle est exubérante, Zaza. Elle aime les bijoux, elle aime le rose, elle aime être posée comme une femme. Et je pense qu'il s'est aussi, pour certaines séquences, il s'est inspiré de vraies femmes. Hein. Ça, j'en suis sûre, il me l'a dit, de toute façon. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une.
prends-en une. La cuillère, maintenant, la confiture. Non, pas à 2 doigts, la cuillère. Non, pas comme ça, la cuillère. Tenue solidement. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. Oh non, Charles, pas comme une cuillère à peau. Je n'y arriverai, Charles. Cette pièce fait rire toute la France à une époque où les travestis sont encore officiellement considérés comme des malades mentaux. En 1966, le préfet Maurice Papon avait même cherché à les bannir de l'espace public. Nous sommes quand même des années de plomb, qui sont les années 60, n'en parlons pas, mais années 70, on dirait, ouais, c'est l'émancipation et tout. Sans jeu de mots, l'émancipation, mon cul. Je veux dire, quand on est PD à Paris, et pas simplement à Paris, mais y compris à Paris, on rase les murs. Maman m'a raconté après qu'en fait, quand ils ont commencé à répéter, etc., il paraît qu'il y a eu donc des rumeurs dans tout Paris chez leurs copains qui étaient homo et qu'on appelé au théâtre, le directeur, en disant « mais c'est quoi cette plaisanterie ?» Il paraît qu'il y a une pièce qui se prépare pour rire sur nous. J'espère. Il pensait que ça allait être un spectacle qui allait être, contre les homos, avec un rire malsain, enfin avec quelque chose qui était déplaisant. Étrangement, la communauté homosexuelle qui aurait pu trouver ça vraiment caricatural, elle a adhéré. Mais je pense que ça tient au génie de Porret-Serrault. Tout le monde a été d'accord pour dire que c'était pas quelque chose de contre l'homosexualité, c'est contraire. On voyait des choses et on considérait ces gens-là comme des gens comme les autres. C'est au contraire. Pas tout à fait, parce que vous faites rire de l'homosexualité. Mais je fais rire. Et vous croyez qu'on ne fait pas rire avec d'autres personnages? Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas rire avec les homosexuels. On fait rire avec les hommes politiques, on fait rire avec les cocus, vous comprenez? On fait rire avec tout le monde. Ils font partie... Pourquoi voulez-vous isoler les homosexuels de la société? C'est en tout cas un rire qui s'exporte. Aux États-Unis, le film sera longtemps le plus grand succès français, au cinéma et même adapté à Broadway. Les Cages aux folles font le tour du monde et Michel Serrault remporte le premier de ses 3 Césars du meilleur acteur. J'ai l'impression que ça fait bouger les cloisons. Il y a quelque chose comme ça d'un petit séisme mental dans ce qu'on appelle la psyché française, quoi, qui dit ah bon, alors ils sont poilants, ils sont marrants, mais bon, peut-être qu'ils ont le droit de vivre. Je prends l'exemple de mon père. Je pense qu'il croise un zaza dans la rue, il change de trottoir, ou hyper mal à l'aise. Il voit ça à la télé, il se marre. Parce que, voilà. Au cinéma, ça passe parce qu'on se dit, oui, bon, d'accord, ok, c'est les Travelots, bon, j'aime pas trop ça, mais c'est du cinéma, bon, c'est rigolo. Puis Michel Serrault, bon, bah, je sais qu'il est pas pédé, alors ça va. Alors ces hommes, plus ou moins bien travestis en femmes, fondamentalement, pourquoi nous font-ils rire ? Il y a quelque chose de l'ordre du rire ici libératoire qui va derrière l'effet, on pourrait dire, de moquerie, derrière la causticité, qui renvoie très loin. C'est-à-dire, au fond, on rit de ce que l'on est aussi, mais sans vouloir le dire, bien évidemment. Le bon bourgeois qui va rigoler en regardant les Travelots, en réalité, il a peur. Il rit parce qu'il a peur. Il va arriver sa propre mort, il a peur de la perte de toute identité, il a peur de ses désirs. On vit quand même dans une société viriliste, masculiniste, où en fait un homme qui se déguise en femme, c'est d'abord une erreur de la nature, c'est un traître, c'est un paria, et on rit d'abord du paria parce que finalement c'est un mécanisme de défense. Le rire, c'est toujours le signe de la supériorité des hommes, de leur méchanceté. Mais c'est pas grave, le travesti, derrière son masque, il sait qu'il peut faire rire les hétéros, que les hétéros croient être protégés par le rire ou la dénonciation, voire la violence, qu'ils vont montrer à l'égard du travesti. Lui, le travesti, il sait qu'il tient le pouvoir. Je pense que le travesti en France arrive, comme tout le théâtre, par la commedia dell'arte. Tous les travestis chez Molière sont des viragos, sont des duègnes, des femmes savantes, etc. C'est-à-dire que c'est tout de même une représentation grotesque.
Notre cher Molière s'est travesti dans Monsieur de Pourceaugnac et qui fait le dernier acte habillé en femme. Je pense qu'il devait faire rire le public. Molière se sert du travesti pour se moquer des femmes et particulièrement des nobles. Mieux que quiconque, il a su croquer la cour du roi, son faste, son ridicule. Versailles invente un lien entre le politique et la représentation. Le roi lui-même est en état de représentation comme en état de grâce. Il se lève en public, il mange en public, il va aux toilettes en public. Il y a un monsieur qui porte le coton, qui va lui servir à torcher son noble cul. Eh bien, dans ce théâtre de la représentation, si j'ose dire, tout est traveloté. Il est hors de question d'apparaître tel qu'on est à la cour, qu'on soit courtisan, grand noble ou même roi, tel qu'on est. Non, si le roi se lève tôt, c'est qu'il y a 2 heures de boulot, de maquillage, de perruquage et d'habits. Des ors de la Galerie des Glaces aux grands appartements du roi, il n'y a que quelques pas. Les nôtres s'arrêtent ici, au salon d'Apollon, où trône en majesté le roi Soleil. C'est l'icône royale par excellence et une figure incontournable de l'absolutisme. C'est un portrait assez déconcertant parce qu'on y voit accumuler tout le faste du pouvoir. Il y a ce grand manteau royal qui servait lors du sacre, il y a les insignes du sacre, l'épée de Charlemagne, le sceptre de Charles V, la couronne royale qui est posée sur un coussin, il y a toute une mise en scène. Ce qui frappe dans ce portrait d'apparat, ce sont les attributs choisis par le roi lui-même. On les dirait travestis. Alors aujourd'hui, cette peinture surprend aussi parce que on a avec ses talons hauts de couleur rouge, ses bas qui collent aux jambes et cette posture de danse, on a une vision assez féminine du roi, mais je pense qu'elle est anachronique. Si le roi se laisse peindre dans cette posture, c'est qu'il veut montrer ses jambes, c'est un signe de santé. À son âge, il a 63 ans, donc il y a une fonction politique à cette exhibition des jambes. Quant aux talons, ils sont là pour le hausser et montrer qu'il est plus grand que les autres. Et il y a donc là toute une gestuelle, une façon d'être qui se met en place autour de Louis XIV et à Versailles. Et ce portrait pourrait en être le reflet dans cette manière extrêmement soignée, raffinée de figurer la personne royale. Si je pousse votre raisonnement, c'est-à-dire que quoi? On cherche à adoucir la figure royale en empruntant aussi au féminin? Disons que... Comment formuler ça? Je voudrais rester dans les limites de la prudence. Est-ce qu'on peut parler de féminisation des élites? Alors, féminisation, il faudrait employer ce terme avec beaucoup de prudence. Peut-être on pourrait y voir, en effet, un plus grand respect des codes de politesse, de galanterie, d'un raffinement des mœurs dont Versailles serait le creuset. Louis XIV lui-même, lorsqu'il dansait, a pu apparaître travesti en femme, mais c'était du temps de sa jeunesse, ça. Une fois la cour à Versailles, eh bien, les codes de comportement sont beaucoup plus réglementés. C'est une immense cour quasiment de Travelot, Versailles. Tellement ils sont emplumés, enfin les hommes sont habillés, ils sont presque plus fardés, poudrés, maquillés, rouges à lèvres, Louis XIV compris, les machins, les mouches et tout le bordel, que les femmes. En France, Molière se travestit pour divertir. Mais outre-Manche, la donne fut tout autre. Dans l'Angleterre puritaine du XVIe siècle, les comédiennes sont assimilées à des prostituées. Elles n'ont pas le droit de jouer sur scène. Shakespeare doit donc composer avec les contraintes de son temps. En Angleterre, les rôles de femmes doivent être tenus par les hommes. Les femmes ne doivent pas paraître sur la scène de théâtre. C'est comme ça. Donc, de fait, tous les acteurs, les grands acteurs d'ailleurs shakespeariens, qui jouent des rôles de femmes, sont des hommes. 4 siècles plus tard, à la Comédie Française, on revisite encore l'œuvre du plus grand dramaturge de tous les temps. Dans La Nuit des Rois, version 2020, la comédienne Georgia Scalier joue le rôle de Viola, donc d'une femme. C'est quel genre d'homme? Genre humain? Mais déguisée en Césario, donc un homme. Je suis un homme.
Bon, mon amour pour mon maître est sans espoir. Mais je suis une femme. Au même moment, dans sa loge, un autre travesti du français, Serge Bagdasarian, se glisse dans la peau de Camille, le héros de la pièce Interlope qu'il a mise en scène ces dernières années. Quand on est comme moi, on constate vite qu'on n'est pas majoritaire. Qu'importe, je peux dire que je suis rare. Déjà petit, on se demandait, c'est une fille ou c'est un garçon? On se le demande toujours. Depuis sa création en 1680 avec Molière, la Comédie Française a toujours été un espace protégé. L'ambiguïté y a sans cesse été réinterprétée. Alors, interview travesti. Bonjour, je suis Serge Bagdasarian. Bonjour, je suis Georgia Scalier. Alors c'est quoi ta définition du travesti à toi? C'est quelqu'un qui transgresse, par exemple. Si d'un seul coup je prenais l'apparence de l'autre sexe, qu'est-ce que ça change? Alors s'il s'agit d'un travestissement, pas pour, par exemple comme pour nous, au théâtre, tout le monde est d'accord pour qu'on le fasse et ça fait partie du spectacle, c'est pas très dangereux, c'est même assez spectaculaire. Tu trouves ça simple de te travestir en femme? C'est assez violent quand même. Moi j'avais pas réalisé à quel point par exemple un corset, ça pouvait être une entrave pas possible à la respiration, c'est capital pour nous acteurs. Oui. C'est fou ce que vous acceptez de faire. C'est compliqué de jouer un homme quand on est une femme? Non, je pense pas que c'est difficile. Par contre, c'est une expérience extraordinaire. Dans un rôle de femme, on est toujours très sexué ou très... on est une femme. Et dans les rôles d'hommes, il y a toujours un moment où on est juste un être humain sur Terre et on se pose les questions existentielles. Et là, du coup, en tant qu'actrice, j'aurai accès enfin à toutes ces questions que moi je me pose en tant qu'être humain. Ces questions, de grands auteurs du répertoire se les sont posées. À quelques pas de la salle Richelieu, dans les entrailles de la Comédie Française, sommeillent des documents aussi rares que précieux. Voici les notes préparatoires du mariage de Figaro, la comédie de Beaumarchais. Chérubin, souvent c'est une femme. C'est une femme, oui. Ce rôle ne peut être joué comme il l'a été que par une très jeune et très jolie femme. Nous n'avons point à nos théâtres de très jeunes hommes assez formés pour en bien sentir les finesses. Chérubin est un personnage ambigu, source de troubles et de discorde. On est vraiment dans un entre-deux, finalement, dans quelque chose qui n'est ni un enfant, ni un adulte, ni un homme, ni une femme. Ça va plus du tout être la même chose à la fin du 19e siècle, puisqu'une actrice très célèbre, Sarah Bernhardt, va s'emparer de certains personnages masculins, et cette fois, elle assume des personnages qui ont été écrits pour des hommes. Image rare, filmée en 1899. Voici Sarah Bernhardt, sous les traits d'Hamlet, au duel. On n'imagine pas la superstar qu'est Sarah Bernhardt à la fin du 19e siècle. C'est au-delà de Madonna, quand même. Non, mais c'est vrai. On lui construit un opéra pour elle au Brésil, à Manaus, pour qu'elle puisse venir jouer au fin fond de la jungle amazonienne. Enfin, c'est délirant. Un rôle d'homme propulse définitivement l'actrice au firmament. Lorenzaccio, écrit en 1833 par Alfred de Musset. Voici le manuscrit original. La pièce ne sera jouée pour la première fois que 50 ans plus tard, et c'est Sarah Bernhardt qui s'en empare. Le personnage de Lorenzaccio, en fait, est ambigu sur le plan de l'orientation sexuelle, puisqu'il y a une scène où il embrasse Laurent de Médicis. Lorenzaccio, donc qu'on appelle Lorenzetta quand même dans la pièce. Donc ça veut dire qu'il a un rapport à sa féminité et au lien amoureux qu'il a avec le duc. Hamlet dans son refus de l'hétérosexualité. Tous ces personnages-là sont des personnages qui déjà au niveau du genre sont en déséquilibre. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme? Alors les femmes commencent à se travestir effectivement au 18-19e siècle, mais c'est finalement un peu à rebours des hommes travestis. Elles se travestissent pour en fait occuper une place dans la société et se hisser dans la société. Les femmes aussi étaient amenées à se travestir en hommes
parce qu'elle n'était pas admise dans tous les milieux, dans les cafés et salons littéraires. Lorsqu'elle se présentait physiquement, il fallait qu'elles aient l'apparence d'homme. Le grand exemple littéraire aussi un peu Mao, si je m'excuse de la grossièreté, c'est George Sand. C'est George Sand, donc il s'appelle Georges, quand même, donc c'est quand même assez gonflé, et donc qui, on le sait, déambule à Paris sur les grands boulevards, habillé en homme. Il n'y a pas plus féminine. Enfin, le nombre de mecs que s'est tapé George Sand, la vénarde, enfin c'est dément, quoi. Je la remettrais dans la catégorie des nobles et des privilégiés qui peut se permettre de se promener en homme, alors que, par exemple, beaucoup d'autres femmes qui sont très soumises à la loi à l'époque sont obligées d'aller en préfecture pour demander l'autorisation de porter le pantalon. Il y a 100 ans encore, il était interdit à Paris, par décret de la préfecture de police, pour un homme de s'habiller en femme et pour une femme de s'habiller en homme. Ces femmes, travesties en hommes, inquiètent la police. Mais nous allons découvrir qu'à partir du 19e et pendant une bonne partie du 20e siècle, les autorités vont accorder au compte-gouttes des permis de travestissement. Alors voilà le fameux dossier DB58 aux archives de la préfecture de police. Le préfet de police informait que beaucoup de femmes se travestissent. Alors déjà là, on a une information précieuse. Beaucoup de femmes se travestiraient et cela causerait donc divers désagréments, des méprises pour les agents de police. Une femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Des femmes s'habillent en homme pour de multiples raisons. Pour changer d'identité, voyager incognito. Dans les usines, des femmes grimées en hommes viennent défier les inégalités de genre. Dans ce dossier, où il est question d'une ouvrière à Paris qui découvre que dans l'atelier d'à côté, les hommes font le même travail que dans l'atelier des femmes, mais sont payés le double. Et elle démissionne et elle revient habillée en homme pour se faire embaucher dans l'atelier des hommes. Et elle va pouvoir s'émanciper de cette manière-là, accumuler des économies pour pouvoir devenir propriétaire et quitter son statut d'ouvrière. Se travestir, c'est se mettre hors la loi, mais c'est aussi vu comme une sorte de performance, par soif de liberté, par ambition. C'est très lié aussi à la vie artistique, au milieu bohème à Paris. Des femmes comme Sarah Bernhardt, comme Colette, jouent avec le travestissement. Colette, à la différence de Sarah Bernhardt ou d'une George Sand, Colette est quelqu'un qui assume complètement son côté LGBT. Hein. Et elle s'est rendue célèbre, évidemment, par sa liaison avec Missy, duchesse de Morny, descendante de Talleyrand par son père, et qui était surtout considérée comme un beau garçon dans la bonne société. C'était un mec. Bien avant Colette, la puissante femme de lettres, présidente de l'Académie Goncourt, au fameux accent bourguignon. Ne me rendez pas encore mon métier, même rétrospectivement, encore plus riche qu'il ne l'a été. Il y eut Colette, la scandaleuse. Première française seins nus sur les planches, elle alternait les poses lascives et les mises en scène travesties, encouragées par son premier mari, Willy. Les preuves de ce passé excentrique, c'est Frédéric Maget qui les détient. Donc en 1904-1905, Colette est une personnalité en vue mondaine, mais pas du tout reconnue encore comme une grande écrivaine. D'ailleurs, elle a un autre projet dans la vie, elle voudrait se lancer sur scène. Seulement l'argent commence à manquer, parce que Willy a perdu beaucoup d'argent. Alors il faut trouver un moyen, et ce moyen, il va prendre la forme d'une femme, et pas de n'importe quelle femme, Mathilde de Morny. Mathilde de Morny, elle est extrêmement riche, mais aussi excentrique. C'est comme ça qu'elle est vue à l'époque, puisqu'elle fait le choix de s'habiller en homme à la ville. Elle porte des costumes masculins, achète des chaussures beaucoup trop grandes qu'elle rembourre de journaux. Elle cache sa poitrine avec des bandes élastiques. Missy va entraîner Colette dans l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire du travestissement. C'est le spectacle Rêve d'Égypte au Moulin Rouge. Missy joue le rôle d'un archéologue qui découvre un jour une momie.
et puis il s'endort, et pendant le sommeil, la momie s'anime, défait ses bandelettes et révèle au grand jour une femme à la beauté sculpturale, c'est Colette. Et le spectacle se clôt par l'échange d'un baiser fougueux entre l'archéologue tombé amoureux de la momie réveillée. À peine les premières mesures de musique qui accompagnent le mime entamé, les bancs, les gousses d'ail, les tomates, tout ce qui peut passer sous la main, les huées, les sifflements, les injures. Le lendemain, le scandale s'étale en une de toute la presse. On crie à la porte sur l'air des lampions. On profère des injures que nous ne pouvons écrire. Une exhibition déplorable qui, espérons-le, n'aura pas de lendemain. Le soir même, le préfet Lépine fait interdire le spectacle. Un siècle plus tard, les travestis sur scène font beaucoup moins scandale. Voici leurs derniers héritiers en date. Entre le bruit de la tondeuse et le bruit du cheveu. Dans cette petite cuisine d'un appartement au nord de Paris, Alexandre, Hugo et Paul se glissent dans leurs habits de lumière. On est tous les trois en train de se coller les sourcils, donc la partie la plus glamour de la préparation, où on utilise de la colle pour se coller les sourcils, donc rendre la surface lisse, snatched, et ensuite pouvoir mettre le fond de teint par-dessus et puis dessiner les sourcils plus haut, redessiner des choses pour modifier l'aspect général du visage. Ce soir, ces drag queens se produiront en spectacle. Le Wicca, qui est la casquette à perruque. 3 amis, originaires de Lyon, moyenne d'âge 24 ans, qui reprennent le flambeau du travesti. On ne peut pas dire vraiment que j'incarne une image parfaite de la femme, puisque j'ai une grosse pilosité masculine. Et donc là, dans ce sens, on peut dire que je suis plus performeur drag queen. Et en fait, j'aime bien mélanger ces codes hyper féminins et hyper masculins en gardant ma barbe. Et donc jouer un peu sur les genres, le trouble dans le genre. Je vais m'habiller. Mais là, c'est bon. Satisfaite. Ultime étape d'une préparation qui aura duré 3 heures. Merde. C'est juste le dessous de la robe, alors c'est hideux. Il y a des gens qui se moquent, mais on a suffisamment de répartie en général pour faire face à ça. Ce qu'on veut faire, c'est faire rire les gens par l'autodérision. Ouais. Donc nous moquons de nous-mêmes et pas nous sommes des produits de moquerie à notre insu. Et pourquoi est-ce que vous voulez bien faire ça? Parce qu'on est des artistes. Pardon. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme. Je ne suis pas psychopathe, ça m'épate. Je ne suis pas... Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je pense qu'on est tous en fait avec cette idée de masque qui pèse sur nos épaules et que l'on se met sur le visage, que ce soit sur le genre, l'orientation sexuelle, la croyance religieuse, la croyance politique, la place en fait au sein même d'une famille. Mes parents sont ok. Au début c'était difficile, mais parce que incompréhension. Parce qu'ils pensaient que le drag, c'était tout se mélangeait dans leur tête. Ils pensaient qu'en fait c'était des soirées partout, que c'était des trucs comme ça, de la prostitution, que c'était des choses comme ça. Et là du coup on a eu The Talk. L'éducation. Et donc du coup c'était un peu l'éducation des parents. Parce que... Et quand je lui ai dit ce que c'était, elle a dit « Ah mais oui en fait c'est ok ». J'ai fait « Bah oui mais tu pensais quoi ?» Et elle m'a sorti des choses les plus sombres d'humanité. Les enfants, s'il vous plaît. Le consortium et Fleur Bonely.
Je pense que la figure du travesti, elle est toujours au centre des arts, depuis le théâtre antique à aujourd'hui le cinéma, la représentation de drague sur scène, parce qu'elle questionne tout le monde. Elle questionne en nous notre morale, notre part identitaire, nos parts identitaires, notre éthique, notre propre corps. Drag queen, performeuse ou comédienne, c'est parce qu'elle est au centre des arts que la figure du travesti va conquérir l'espace public. Mais il a d'abord fallu sortir de la clandestinité. Retour en arrière. 1940, la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, s'apprête à envahir la France. Cet artiste et collectionneur, passionné d'images de guerre, a mis la main sur de drôles de photographies. Il a découvert parmi les fantassins de nombreux travestis. On n'aurait jamais pu s'en douter. Mais plus j'ai fouillé, plus j'ai collectionné, plus je me suis aperçu que se travestir dans la Wehrmacht n'était pas une grande exception, mais au contraire quelque chose de très habituel. J'ai découvert près de 300 photos dans ce genre. Là, par exemple, on voit une scène très improvisée, un homme habillé en femme, avec derrière un drapeau et sa croix gammée. Des soldats en guêpière, des mises en scène théâtrales, sur le front ou dans leur caserne, et parfois sous l'œil bienveillant du Führer. À mon avis, l'explication est la suivante. La contradiction avec l'idéologie nazie est évidente, mais on ne peut pas vraiment dire que le travestissement est en contradiction avec la logique militaire. À cette époque, l'armée avait tout intérêt à avoir un maximum de soldats en bonne santé physique et morale. Ces images font art, incontestablement. C'est en fait la requalification du portrait humain en général. C'est-à-dire que là où, conventionnellement, le portrait de l'humain est un portrait de genre, eh bien, on voit bien qu'il faut y ajouter ces autres formes de représentation de l'humain qui existent tout autant, même si certains les trouvent irrespectueuses. Il y a des artistes qui sont confidentiels encore dans les années 50-60 et qui investissent le champ du travestissement. Je penserai à Michel Journiac, un artiste français qui travaille entre les années, on va dire, fin des années 1960 et les années 1980, donc est très connu pour avoir assumé, lui, pleinement, à une époque c'était difficile, son homosexualité, et pour avoir produit un très grand nombre d'œuvres, notamment des autoportraits, où il se représentait indifféremment en homme, en femme. Il faut qu'on décale tout, en fait, Marine. Ces œuvres, aujourd'hui, ressurgissent. Ouais, faut qu'on décale tout. Celles d'un photographe décalé, dont les travaux naviguent entre critique sociale et féminisme. Avec les 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, l'artiste produit l'une de ses pièces maîtresses. Ce sont les activités de femmes au foyer qui sont déclinées de manière vraiment caricaturale avec donc, le ménage, la lessive. Et là, donc, il s'arrête à la pharmacie et il achète une boîte de Tampax. Il vise juste parce qu'il est pile dans le geste féminin qui concerne uniquement les femmes et pas les hommes. Subversif, revendicatif ou festif, dans les années 80, le travesti opère son grand retour. À Paris, on croise des célébrités grimées dans les clubs branchés. Il y a quelque chose qui arrive avec le palace comme symbole. Il y a de la fiesta, quoi. Il y a du festif qui n'existait pas. Il y a des Happy Few, machin. Il y a Mick Jagger, il y a je sais pas qui traîne, etc. La bande à Saint-Laurent, machin chouette. Mais il y a n'importe qui, c'est-à-dire moi, par exemple. On peut rentrer là-dedans simplement parce que la physionomiste ou Jenny Belair ou Paquita Paquin dit hey, toi, avec ta gueule de nœud, là, viens. Bon, alors voilà, on rentrait. 2, faites rentrer. Parce que c'est la devise, tu fais le jeu, tu joues le jeu, tu viens, t'en as pas de pognon, rentre. Jenny Belair, physionomiste historique du palace. Ah là là. Mi-homme, mi-femme. Entre ma fille, entre. Une reine du travestissement.
De retour dans son antre, où 40 ans plus tard, les murs résonnent encore. Ils nous ont offert, à l'époque, à cette période, la lumière, le scintillement, la beauté, l'ambiguïté sous toutes ses formes. Mâle, femelle, grand, petit. Certaines personnes ressentent cette espèce de folie. Interlope. Oui, interlope. Disons le mot. Dans ce temple de la nuit créé en 78, Jenny Belair règne et pressent le vent de liberté à venir. Tout le monde joue, on aime jouer. Bonjour chérie darling, shoot, que tu es belle. Mais c'était comment hier soir? Tu m'as pas reconnu? J'avais ma perruque comme ça, avec mon truc, et puis ma robe longue. Regarde la photo. Tu fais femme. Oh arrête, dis donc. Je suis déguisée, mais je suis pas arrière. C'était open, quoi. Genre, venez, il se passe quelque chose. Ça raconte que l'extérieur est un peu pesant par une espèce de... il y a un vent Mitterrand compliqué, car l'interdiction du code, etc., sur l'homosexualité était claire. Ce n'était pas permis. Ici, ce temple va permettre tout travestissement dans toute sa splendeur. On coupe. 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 10 mai 1981, l'élection du socialiste bouleverse la donne. Dans tout le pays, des scènes de liesse. Un an plus tard, l'homosexualité est dépénalisée. Cette époque a permis une liberté. Elle vous a permis, vous, la génération actuelle, d'être plus à l'aise, plus en forme, pride, fier, la tête haute. I am what I am. Et alors? Soudain, le travesti glisse. De la contre-culture à la pop-culture. Le torrent Gainsbourg est de retour sous la forme d'un album à 30 cm que tout le monde considère déjà comme un événement musical haut de gamme, doublé d'une odeur de scandale dont Gainsbourg est coutumier. Et quant à la pochette du disque, elle donne le ton. La photographie signée là encore d'un grand nom, William Klein, est déjà une première provocation. Et je voudrais vous demander d'abord d'où vous est venue cette idée de vous travestir, Serge Gainsbourg. Je ne vois pas pourquoi le rouge à lèvres serait le privilège des femmes. Je sais pas, je trouve que j'ai une belle bouche. Enfin, des femmes me l'ont dit, et des hommes également. Celui qui a saisi la féminité du macho Gainsbourg a aujourd'hui 91 ans. J'étais en tournage en Italie et j'avais un message à l'hôtel. Il y a un monsieur Gainsbourg qui veut vous joindre. Je dis qu'il téléphone plus tard parce que nous, on tourne jusqu'à très tard la nuit. Finalement, il m'a joint. Il a dit « Je suis en perte de vitesse, il faut que je sorte un nouveau disque et je veux être en travelot. » Alors j'ai dit « Quoi, une vieille pute décatie ?» Il a dit « Non, je veux être belle. » J'ai dit « Comme dit De Gaulle, vaste programme. » William Klein est une légende de la photo. Dès les années 50, il bouleverse l'approche du portrait. Je voulais faire une photo en noir et blanc et tu vas fumer, comme ça, on crachera un peu le visage. Voilà, on a fait la photo. C'était une provocation de sa part, il n'était pas très travelot, mais ça a marché. Je ne vois pas où est la provocation. Si certains sont provoqués, c'est pas moi qui les propose. Il y avait des tabous au 19e siècle. Nous sommes au 20e siècle, bordel. On reconnaît que c'est lui, il ne ressemble pas forcément à une femme, mais c'est Gainsbourg travesti avec des fossiles, du maquillage et des bijoux. Il est très étroitement lié au milieu travesti, Gainsbourg, parce qu'il a travaillé chez Madame Arthur. Il remplaçait son papa au piano. Et Gainsbourg, ses premières chansons, il les a composées pour les travestis avec lesquels il travaillait. Gainsbourg a toujours caché ses premières chansons écrites pour des travestis. En 1955, il compose Antoine Le Casseur pour Lucky Sarcelles. Ce morceau, jamais enregistré, inédit, le voici. Antoine Le Casseur
c'est lui que j'ai dans mon cœur. Avec son blaze, il a du vase, il réussit toujours son coup. C'est pour lui que je fais le tapin, que je vends le valseur et le tout-team. Et si lui c'est un chaud lapin, on peut dire que moi je suis une chaude lapine. Les caves que j'ai... Gainsbourg, il n'est pas vraiment travesti, finalement, il est juste un peu maquillé sur une pochette. C'est pas si audacieux que ça, hein, finalement. Il a juste mis un petit peu un fossile et un peu de make-up. Ces 30 dernières années, d'autres pousseront l'audace beaucoup plus loin pour faire du travesti une inspiration, un genre. Le travesti sur scène dit à la société « Je sais que tu me prends pour un traître, je sais que tu me prends pour un paria, mais voilà, moi je sais qui je suis et moi je sais que je suis l'avenir. » Il y a, je dirais aujourd'hui, un phénomène de balancier, puisque longtemps cette figure a été privée de représentation. Maintenant le balancier va dans l'autre sens, et la représentation explose. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où finalement on considérera qu'être travesti, c'est être absolument normal. C'est plus le sujet. Travelo ou pas Travelo aujourd'hui. C'est plutôt deviens ce que tu es, deviens ce que tu as envie d'être, un homme ou une femme. J'adorerais aller dans la rue comme ça. Voilà. Une fois, parce que j'en ai envie ce matin. Tiens, ce matin j'ai envie. Allez, j'y vais. Et puis demain, pas du tout. Que ce soit normal. Le travesti est présent dans l'histoire de l'art parce que le rôle de l'art, c'est de dire la vérité. Et que le travesti dit la vérité. Et la vérité la plus fondamentale, c'est que nous allons mourir, que nous ne sommes rien, que nous sommes juste des acteurs sur une scène pour un petit moment avec un masque et que tout le reste n'existe pas.